Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'autonomie ensemble. C'est des vidéos qui sont faites pour les personnes qui recherchent un mode de vie un peu alternatif, orienté sur l'autonomie bien sûr, et en même temps dans le domaine de la permaculture. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me fait très plaisir de faire cette vidéo avec toi, compte tenu du fait que ça fait un moment que je voulais mettre en place ce type de format. Aujourd'hui je suis tout seul, Marie n'est pas là, mais j'espère qu'on aura l'occasion de faire ce type de contenu à deux. Et on va commencer tout de suite. Donc quand je parle d'autonomie dans le sens où on ne vit pas, on parle pas d'autarcie, de vivre en autarcie, d'accord? Complètement reclus chez soi, ne pas demander de service à qui que ce soit, de faire absolument tout par soi-même, etc., etc. Non, ça n'a strictement rien à voir. Après, chacun a un objectif différent, tout du moins à atteindre avec l'autonomie. Certaines personnes vont simplement rechercher uniquement l'autonomie en termes d'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui est ressources potagères, etc., etc. Mais d'autres personnes peuvent aller beaucoup plus loin dans ce concept-là et viser l'autonomie énergétique par exemple. Donc chacun va mettre un petit curseur au final sur son objectif d'autonomie et d'aller chercher plus ou moins loin ce qui nous intéresse. L'idée derrière tout ça, c'est quand même de se faire plaisir, de rester à l'aise en fonction de ses valeurs et de ses convictions. Donc juste avant de commencer et te donner les 3 principes sur lesquels nous on recherche à travailler actuellement en termes d'autonomie, je tiens à préciser qu'on n'est pas des pros dans ce domaine-là, on découvre en même temps que toi, c'est pour ça que ces petits formats de vidéos m'intéressent de te les partager compte tenu du fait que tu vas pouvoir voir notre progression en plus des vidéos diverses que l'on met en place sur PermaFamily. Donc on n'est pas des pros et on est encore au stade de la conception de l'autonomie, de ce que l'on peut utiliser dans notre environnement de telle sorte à pouvoir la réutiliser et nous permettre de nous débrouiller par nous-mêmes par la suite. Alors 3 grands axes, on va commencer maintenant. Le premier axe, ça va être la nature. Alors dans la nature, l'objectif ça va être de récupérer des ressources autour de chez nous et notamment, alors quand je parle de nature c'est au sens très large, je vais plus m'axer sur l'alimentation mais dans la nature tu peux aussi utiliser tout ce qui est ressources forestières, notamment le bois de chauffage par exemple, d'accord. Après ça va être aussi tout ce qui est lié vraiment à la permaculture au niveau des paillages avec les feuilles etc. mais on va plus s'axer sur la nourriture parce que indirectement quand on voit autonomie, on voit principalement la nourriture. D'accord. Moi, ce que je vois dans cette première partie, dans la nature, c'est tout simplement toute l'utilisation de la flore que tu peux avoir autour de chez toi. Et notamment, si on prend les cas les plus simples, fin de l'été par exemple, ça va être l'utilisation des arbres fruitiers à cette époque-là. Les mûres, par exemple, alors c'est pas un arbre fruitier, c'est plus un roncier, mais concrètement, les murs, c'est quelque chose, voilà, la plupart du temps, quand on a un terrain, quand on vient d'aménager, on essaye de tout raser, de faire table neuve, tu vois, enfin, table rase, tout du moins, pas table neuve, et puis de pouvoir planter ses légumes, ses fruitiers, etc., etc., derrière. Nous, ce que l'on a, on l'a observé très simplement, et en fin de compte, on n'avait rien eu à faire au début quand on est arrivé sur le terrain que l'on a acheté. On a tout simplement utilisé un gros roncier qui est en face de notre fenêtre de la cuisine et celui-ci nous permet d'avoir des mûres en fin de saison, d'en avoir énormément, plus que la consommation que l'on peut faire sur cette période-là. Et concrètement, on en a congelé une partie, ce qui nous permet de les consommer encore aujourd'hui. Donc tu vois qu'au final, juste sans rien faire, on peut déjà commencer à être autonome simplement en observant ce qui se passe autour de chez nous, dans notre environnement. Il y a aussi un autre point qu'on n'a pas encore testé, éventuellement si tu as un avis à donner là-dessus, n'hésite pas dans les commentaires, c'est tout ce qui est la cuisine avec les orties. Il paraît que l'ortie c'est un très bon aliment qui contient beaucoup de nutriments pour le corps, donc pour le coup pourquoi pas tester la cuisine avec l'ortie, sachant qu'on en a énormément. Alors il me semble que l'ortie est très à l'aise sur les sols argileux, ça tombe bien, on est sur un sol argileux, donc pour le coup pourquoi pas tester justement, je sais pas, une petite purée aux orties pour commencer et puis essayer autre chose, par exemple la soupe aux orties par la suite. Encore une fois, il faut aussi y mettre de la volonté pour pouvoir tester tout ça et je t'avouerai que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore pris cette volonté nécessaire pour pouvoir tester. Donc voilà, à ce niveau-là, là c'est la nature à proprement parler, c'est-à-dire que les ressources que tu peux retrouver autour de chez toi, essaye de regarder ce que tu peux mettre en place. Et puis dans un second temps, il y a aussi le fait de conserver ce qui est déjà existant sur le terrain, notamment en arbre
arbres fruitiers. Quand on est arrivé, on avait quand même pas mal de fruitiers, on a des pommiers, on a des poiriers, on a des cerisiers, je sais plus ce qu'on a d'autre, c'est à peu près tout quoi. Concrètement, bah voilà, ne serait-ce que utiliser ce type de fruitier là peut t'aider. En parlant de fruitier, justement, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que tu peux capitaliser sur ton futur en termes d'autonomie. Comme je te dis, on est en phase de conception, donc notre objectif c'est de voir sur 20, 30, 50 ans. Comment est-ce que, tu vois, là on reste encore jeune, enfin je me considère encore jeune en tout cas, on a suffisamment d'énergie pour pouvoir faire de gros travaux, mais est-ce qu'on sera capable de faire exactement la même chose d'ici 30 à 40 ans? Peut-être pas. Donc dans cette phase de conception, c'est pour ça que je te dis qu'on est encore dans cette phase-là, peut-être qu'il faut réfléchir comment est-ce qu'on va aménager notre terrain, et notamment pourquoi pas capitaliser sur le futur en termes d'arbres fruitiers, en termes d'alimentation potagère qui demanderait le moins d'entretien possible pour pouvoir justement nous faciliter la vie dans le futur. Donc c'est un petit peu, enfin pour moi ça rentre dans le domaine de la permaculture, je ne sais pas pour toi, mais cette réflexion-là fait partie à part entière du domaine de la permaculture. Donc pourquoi pas capitaliser sur ton futur en plantant des arbres fruitiers maintenant, et alors forcément tu ne les consommeras pas tes fruits d'ici 1, 2, peut-être 3 ans, mais au-delà de ça tu vas commencer à pouvoir en profiter. Toujours dans le domaine de l'autonomie et dans le domaine de la nature, tu as aussi le principe de l'abondance, c'est-à-dire que concrètement, tu vas avoir des légumes, tu vas avoir des fruitiers dans ton jardin, c'est ton potager que tu vas commencer à créer. Donc je ne vais pas parler de potager à proprement parler, mais je vais te parler des pollinisateurs que tu peux avoir sur ton terrain, et notamment le plus connu qui reste les abeilles. Pourquoi ne pas, nous c'est ce qu'on est en train de réfléchir, pourquoi ne pas soit créer tes propres ruches, soit faire appel à un apiculteur qui viendrait mettre des ruches sur ton terrain. Alors nous on a la chance d'avoir un très grand terrain, c'est sûr que si ton terrain fait 200 mètres carrés, c'est pas forcément une des meilleures idées que tu aies de mettre en place des ruches, mais concrètement quand tu as un grand terrain, pourquoi pas ne pas utiliser cette ressource-là qui va travailler toute seule sans que tu aies quoi que ce soit à faire pour pouvoir aller optimiser, booster en fin de compte la pollinisation de tes pieds de tomates, de tes melons, etc. etc. Donc ça c'est une idée sur laquelle on travaille nous actuellement en termes d'idées. On a déjà contacté, j'ai déjà contacté un apiculteur. Pour l'instant, j'attends un retour de sa part, mais j'espère pouvoir aboutir à quelque chose avec lui. Et puis, autrement, l'autre solution qu'on réfléchit, c'est pourquoi pas le faire nous-mêmes au final. C'est-à-dire que tu vas créer une ruche. Sur cette ruche-là, tu vas peut-être réserver une toute petite partie pour ta propre production et peut-être faire un pot de miel par an parce qu'on n'a pas une consommation de miel gigantesque. Donc, tu vois, et le reste, de le laisser pleinement à la nature de façon à ce que les abeilles puissent en profiter à fond de leur travail. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, et toujours au niveau de la nature, c'est tout ce qui est animaux, d'accord? Alors je parle plus d'animaux de basse-cour, je te parle pas d'animaux de type, je sais pas, lapin ou autre chose, quoique tu peux avoir des lapins dans ta basse-cour, mais je veux dire lapin sauvage. Concrètement, tous ces animaux-là vont te permettre d'avoir une autonomie aussi bien en termes de tout simplement de nourriture. Alors il y a deux possibilités, nous on n'a pas d'objectif de tuer les animaux pour pouvoir les manger, d'accord? On a plus un objectif de consommer ce que les animaux peuvent produire en termes de nourriture. Donc ça limite un petit peu la quantité des animaux, quoique on pourra aussi avoir, penser à d'autres animaux supplémentaires, mais je t'en parlerai dans un instant, mais notamment tout ce qui est poules et par exemple chèvres. On pourrait très bien consommer les œufs des poules et le lait des chèvres pour pouvoir justement être autonome dans ce domaine-là. Après, quand on parle aussi d'animaux, c'est aussi une autre forme d'autonomie qui a pour objectif de ne pas importer de ne pas apporter de matière extérieure au jardin et d'essayer de faire un cercle fermé où justement les animaux viendraient produire des matières organiques que l'on mettrait dans le potager. Donc tu vois, tout ça peut nous servir. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'autonomie au niveau de la nature. Bien évidemment, je pense que je couvre pas tout sur ce domaine-là, mais à mon sens, sur ce que l'on a imaginé, on couvre quand même pas mal de choses. L'autre point, le deuxième point que l'on va voir ensemble, c'est l'eau.
Alors dans l'eau, pour moi, il y a trois grands éléments sur lesquels on peut travailler. Le premier élément, si tu as la chance, comme nous, c'est d'avoir un puits. Alors aujourd'hui, on ne consomme pas l'eau de notre puits, mais par contre, notre puits est raccordé à tout notre bâtiment. Donc ce qui veut dire que derrière, voilà, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est hygiène corporelle et tout ça, on utilise l'eau de ce puits. Même si elle est considérée comme potable aujourd'hui, on ne la consomme pas. D'après ce que j'ai fait comme analyse, elle serait considérée comme potable. Maintenant, j'ai pas envie de trop jouer justement avec l'eau et puis de tomber malade à la suite de ça. Donc on va essayer de mettre en place des filtres de filtration, parce que c'est forcément des filtres de filtration, je sais pas ce que je raconte là, mais concrètement, l'idée derrière tout ça, ça va être de réanalyser l'eau à nouveau dans un second temps et regarder ce qui s'est passé entre les deux. Alors c'est peut-être un investissement perdu, quoique pas forcément, parce que si l'eau est filtrée, ça veut dire qu'il y a moins d'organismes dedans, donc il y a moins d'encrassement pour les différents électroménagers qui utilisent de l'eau, donc on aura toujours gagné ça. Et puis dans le meilleur des cas, on aura gagné une eau qui sera consommable. On pourra toujours rajouter d'autres éléments par la suite derrière. Donc l'eau d'un puits, pour plein de choses en fin de compte, pour ta consommation personnelle, pour l'alimentation de ta maison, et puis d'autre part pour l'arrosage de ton jardin, peut-être, bien évidemment. Alors tu vas peut-être te poser la question, mais si le gars il consomme pas l'eau, est-ce qu'il achète de l'eau dans le commerce ou autre chose? Alors non, on n'achète pas d'eau dans le commerce, on consomme l'eau de la SOR, même si on n'est pas raccordé, la maison n'est pas raccordée à la SOR. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un robinet à l'entrée du terrain, qui est le robinet de la SOR. On prend un bidon de 20 litres et puis on remplit notre bidon une fois à peu près, une fois et demie par semaine. Donc voilà, on consomme à peu près 20 à 25 litres d'eau de la SOR par semaine, donc c'est pas énorme et puis ça ne demande pas un temps excessivement important. Mais je te parlais dans le début de cette vidéo de est-ce que dans 50 ans on sera capable de soulever à la main un bidon de 20 litres? Peut-être pas forcément, tu vois. Donc cette forme d'autonomie-là, va falloir qu'on s'en débarrasse un petit peu et peut-être de regarder au niveau de la filtration et simplement ouvrir un robinet. Je pense que dans 50 ans, je serai encore capable de le faire. Donc tu vois, toute cette imagination, toute cette conception, ces différents éléments sur lesquels on peut travailler, il y a pas mal de choses à faire. Ensuite, tu as l'eau de pluie. L'eau de pluie, c'est peut-être quelque chose qui est plus accessible à un grand nombre de personnes. Là, actuellement, il pleut énormément en ce moment. On récupère pas encore l'eau de pluie, même si on a de l'abondance, puisqu'on est dans des marais. Donc, en termes d'eau, on est plutôt bien servi. De chaque côté de notre terrain, on a ce qu'on appelle des étiers. Voilà, cherchez le nom. On a des étiers de chaque côté de notre terrain dont la moitié nous appartient. On a un étang et puis on a l'eau du puits. Donc ça veut dire qu'en termes d'eau, on est plutôt bien servi, mais on pourrait très bien optimiser tout ça et récupérer toute l'eau des toitures pour pouvoir les mettre dans des cuves de 1000 litres. Alors tu vois, par exemple, je suis en train de regarder ça justement parce qu'on a un petit projet prochainement de création de serres et j'aimerais bien mettre des cuves de 1000 litres dans ces serres-là, de telle sorte à ce que l'eau soit à température de la serre. Donc on pourrait récupérer toutes ces eaux-là dans des cuves de 1000 litres et puis pouvoir les utiliser directement dans la serre. Alors c'est encore en projet, là c'est un gros projet sur lequel on est en train de réfléchir depuis quelques jours. Mais concrètement, des cuves de 1000 litres, tu peux aller sur Facebook Market et trouver des cuves de 1000 litres à une trentaine d'euros. Tu vois, j'en ai trouvé moi, donc là je suis en train de regarder si je peux pas aller la chercher. Donc notamment, voilà, la cuve de 1000 litres, c'est peut-être une solution pour toi d'en acheter une la première année, une deuxième, une troisième, etc. au fur et à mesure en fonction de ta consommation. Et grâce à ça, tu vas pouvoir faire plusieurs choses, arroser ton terrain, arroser ta serre, d'accord, les légumes de ta serre, mais aussi peut-être raccorder une partie de ta maison, peut-être pas l'eau à la consommation si tu veux pas t'embêter avec tout ce système de filtrage d'eau, mais raccorder une partie de ta maison, notamment par exemple ça peut être l'eau des toilettes, si tu es sur des toilettes, on va dire traditionnelles, ou autrement ça peut être l'eau ménager que tu vas pouvoir réutiliser derrière. Le troisième point au niveau de l'eau sur lequel il me semble intéressant de travailler, c'est un point qui n'est pas forcément couvert dans les vidéos que j'ai pu trouver à droite et à gauche, c'est tout ce qui est les eaux issues des traitements. L'idée, en fin de compte, et je crois que c'est un des principes de la permaculture, si je ne me trompe pas, c'est de faire en sorte que ta consommation d'eau
soit aussi bonne, voire meilleure à la fin de ton utilisation qu'elle l'était au début. Donc là, l'idée, en fin de compte, c'est potentiellement de réutiliser cette eau issue des eaux grises, en fin de compte, tout ce qui est vaisselle, etc., etc., de pouvoir la traiter et réutiliser cette eau-là pour deux cas possibles. Moi, je le vois dans deux cas. Le premier cas, c'est l'arrosage du potager. Alors, nous, on n'utilisera pas cette eau-là pour l'arrosage du potager parce qu'on va utiliser d'autres systèmes, mais notamment si tu as des animaux de basse-cour, peut-être réutiliser l'eau filtrée pour faire un espèce de petit bassin de façon à ce que tes animaux puissent venir profiter de cette eau-là continuellement sans que tu aies besoin de venir, enfin pas arroser, mais donner de l'eau à tes animaux régulièrement. Encore une fois, toujours dans cette vision de d'ici 30 ans, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que d'ici 30 ans, j'aurai la capacité d'aller prendre, de tirer un tuyau sur 50 mètres pour pouvoir aller mettre de l'eau au niveau des animaux? Donc tu vois, tout ça, tu peux y réfléchir. C'est de l'autonomie aussi bien en termes d'eau, d'accord, mais aussi l'autonomie en termes de mobilité personnelle. Donc voilà pour ce qui est du sujet de l'eau. Il y a un dernier sujet, et je pense que tu vas t'en douter, sur lequel on travaille aussi actuellement en ce moment, c'est le domaine de l'énergie. Alors, dans l'énergie, je vois 4 grands domaines dans ce domaine de l'énergie. Le premier domaine, c'est l'eau. On y revient, d'accord? Je suis dans la continuité de l'eau. Notamment avec l'eau, le seul point que je vois aujourd'hui, c'est la production d'énergie électrique. Si tu as la chance d'avoir sur ton terrain un cours d'eau ou de pouvoir créer une espèce de petit barrage, peut-être, je sais pas, enfin, on peut tout imaginer, d'accord? Ou de chaque côté de ton terrain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la loi, quand tu achètes un terrain avec des canaux d'eau de chaque côté de ton terrain, dans la plupart des cas, tu as la moitié, en termes de propriétaire, tu as la moitié de ces différents terrains. Donc peut-être que tu peux, s'il y a un courant suffisant, mettre en place une roue à eau qui va venir plusieurs choses, enfin te servir à plusieurs choses. D'une part, la production électrique, mais aussi ça peut être l'utilisation de cette pompe pour pouvoir créer un système d'arrosage directement dans ton jardin. Donc tu vois, on peut imaginer plein de choses. Donc la première partie, c'est l'eau. La deuxième partie, ça va être le vent. Nous, dans le secteur où on est en Loire-Atlantique, on est face à la mer. C'est pas la chanson de je sais plus trop qui, mais on est vraiment quasiment face à la mer. On doit avoir une vingtaine de kilomètres entre le front de mer et notre terrain. Et on a régulièrement, si ce n'est au moins une fois par jour, un petit peu de vent qui permettrait de faire tourner les hélices d'une éolienne domestique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, sur lequel on réfléchit, parce que des fois, là actuellement, on est dans des périodes de tempête. Au moment où je tourne la vidéo, on est en décembre, enfin période de tempête, période où il y a beaucoup de vent, mais on peut aussi profiter des différentes marées qui, des fois, sont soit le matin de très bonne heure, soit la nuit ou le soir, et concrètement viendraient en appui de d'autres énergies qui sont les énergies du soleil, d'accord, on va en parler dans quelques instants, mais qui viendraient combler justement cette énergie-là en termes de production électrique. Donc ensuite, effectivement, tu as le soleil avec les panneaux photovoltaïques, d'accord, que tu peux mettre en place pour produire ton électricité. L'idée de combler les deux, et on a fait un live il n'y a pas longtemps, et du coup il y a une personne qui nous a réconforté en fin de compte dans ce domaine-là, puisque ça fait 16 ans qu'elle vit sur l'énergie éolienne et en même temps électrique, enfin d'après ce que j'ai compris, et pour le coup ça se passe très bien pour elle. Concrètement, l'idée, ça serait de produire de l'énergie avec le soleil dans la journée, et tu vois, sur des périodes hivernales où il commence à faire plus sombre, beaucoup plus sombre à partir de 16h30, 17h, de pouvoir utiliser potentiellement l'énergie du vent pour pouvoir continuer à produire de l'énergie le soir, voire même la nuit, pour tous les systèmes électriques. Notre objectif n'est pas d'être 100% autonome au niveau de l'énergie électrique des centrales nucléaires. L'idée, c'est tout simplement de potentiellement baisser la facture d'électricité, puis en même temps la satisfaction de pouvoir créer sa propre énergie, de pouvoir tester et découvrir tout ce domaine-là. Dans l'énergie solaire, il y a d'autres choses intéressantes que tu peux mettre en place, et notamment les fours solaires. Alors, on ne mange pas forcément chaud en été, mais notamment à partir du printemps, et notamment sur les périodes de l'automne où il fait encore suffisamment chaud et où il y a suffisamment de chaleur pour pouvoir faire tourner un four solaire, tu peux très bien cuisiner des plats et encore une fois réduire
cette consommation électrique. C'est quelque chose sur lequel Marie réfléchit. Elle aimerait bien, elle kifferait mettre en place un four solaire. Éventuellement, si tu as des exemples de four solaire, n'hésite pas à nous les recommander dans les commentaires. Bon, moi, ça reste un domaine qui m'intéresse, pas trop pour l'instant, mais j'ai envie que ça s'intègre correctement dans la nature et que ce ne soit pas un gros four solaire qui vienne faire tâche dans l'environnement. Moi, j'ai plus ce côté paysager qui vient être un critère supplémentaire. Donc tu as le four solaire et tu as bien évidemment le fait de chauffer ton eau avec des tuyaux que tu vas exposer au soleil sous verre, optimisés par une couche, confinée sur un fond noir, et ça va te permettre de produire de l'eau chaude que tu peux potentiellement stocker dans ton chauffe-eau et encore une fois réduire la production énergétique derrière. Donc tu vois qu'il y a pas mal de choses. Il y a une dernière petite partie qui est que je vais classer dans les énergies, notamment c'est tout ce qui est l'énergie issue de l'inertie, c'est-à-dire tout ce qui est pierre réfractaire, tout ce qui est pierre à induction, si je ne me trompe pas dans le terme. Oui, c'est ça. Et notamment, tu vois, on a, par exemple, pour justement être dans ce domaine-là, on a réinvesti dans tout le chauffage, enfin dans une grande partie du chauffage de notre maison pour acheter des chauffages avec des pierres à induction dedans, c'est-à-dire que l'électricité va chauffer la pierre à l'intérieur et ça va restituer cette chaleur-là sur le plus ou moins long terme en fonction de ce qu'il y a besoin de chauffer dans la pièce. Et concrètement, toute cette partie-là, tu peux la réutiliser et notamment réutiliser dans cette inertie-là aussi le fait de chauffer ton eau à côté. Donc tu as pas mal de choses à faire. Alors le gros bruit que tu viens de voir, c'est mon chat qui fait le con juste à côté. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, l'énergie parce qu'il y a l'inertie, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place, à tester de ton côté. Nous, on est en train de le mettre en place aussi. Par exemple, on a une véranda. Pourquoi ne pas construire des mobiliers en briques qui viendraient récupérer la chaleur de la journée pour pouvoir la restituer la nuit. On y réfléchit, même si c'est pas quelque chose, un sujet sur lequel on travaille énormément, mais concrètement, on y réfléchit un petit peu aussi. Donc voilà les trois axes sur lesquels tu peux travailler, c'est-à-dire la nature dans le sens végétal et puis potentiellement animal, l'eau et puis les différentes énergies que tu peux trouver. N'hésite pas à nous recommander peut-être d'autres idées que tu as dans les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as appréciée. Et je voudrais profiter de cette fin de vidéo, si tu es encore là, pour te proposer un petit truc, c'est-à-dire que tous les matins, on envoie un email de conseils, de retour d'expérience, un petit peu de motivation, un petit peu de points de vue que l'on peut avoir sur tout ce domaine de la permaculture et de l'écologie en règle générale. Donc si tu veux recevoir ça en privé tous les matins, tu peux cliquer sur le premier lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Tu vas recevoir ça directement par mail. C'est un email quotidien que l'on envoie. Il y a déjà des dizaines de personnes qui sont inscrites et qui nous répondent parce que l'objectif c'est aussi de pouvoir participer, d'avoir ton retour sur ne serait-ce que sur nos points de vue par exemple. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Et sur ce, je te retrouve dans un prochain format de ce type. Ciao, bye.